Et si on parlait de sport, la chronique. Et si le football racontait la plus grande histoire du sport mondial aujourd'hui, et si on parlait de sport, se met à l'heure du football mondial avec une chronique spéciale Coupe du Monde de football, une série événements signée Et si on parlait de sport, en partenariat avec la Ligue et les 12 districts de football d'Occitanie, et que nous remercions pour leur engagement à nos côtés. Au fil des épisodes, nous allons vous faire voyager à travers le temps, revivre les grands moments, les exploits, les légendes et comprendre comment cette compétition est devenue le plus grand événement sportif mondial. De 1930 en Uruguay jusqu'au 2026 aux États-Unis, c'est toute l'histoire de la Coupe du Monde que nous allons vous raconter. Et pour cela, nous serons accompagnés de chroniqueurs exceptionnels, passionnés et spécialistes qui viendront partager avec vous leurs regards et leurs analyses. Alors installez-vous confortablement et plongeons ensemble dans cette formidable aventure. 2002, le retour du Brésil et la chute des champions du monde. Aujourd'hui, nous poursuivons notre grande série consacrée à l'histoire de la Coupe du Monde de football. Direction l'Asie, en Corée du Sud et au Japon pour la 17e Coupe du Monde de football. Une édition historique à plus d'un titre puisque c'est la première Coupe du Monde organisée dans 2 pays, première en Asie mais aussi l'une des plus surprenantes de l'histoire avec l'élimination précoce de la France, championne du monde en titre, et le retour au sommet du Brésil de Ronaldo. Et pour nous accompagner dans ce voyage au cœur du Mondial 2002, nous recevons Cendric Bitton qui est président délégué de la Ligue de football Occitanie, mais il a aussi fait d'autres fonctions dans le football. Bonjour Cendric. Bonjour, merci de me recevoir. Alors avec plaisir Cendric, disons que tu vas nous faire une petite présentation qui est Cendric en quelques mots et tu vas nous raconter effectivement que tu as été aussi je crois arbitre, même si les arbitres sont des artistes sur le terrain. Oui, écoute, j'ai été arbitre de la fédération pendant plus de 10 ans. J'ai eu la chance d'arbitrer en première division, d'être quatrième arbitre pendant beaucoup d'années en première division, en deuxième division. Et tu vois, j'ai eu la chance d'arbitrer un phénomène qui a participé à cette Coupe du Monde, on en parlera tout à l'heure, qui s'appelait Ronaldinho. Donc c'était un souvenir pour moi mémorable au niveau de cette Coupe du Monde. Eh bien, un grand plaisir que tu vas nous raconter un petit peu tout ça. On va replonger dans cette édition 2002. Pour nous, Français, on arrivait avec plein d'espoir. Une Coupe du Monde qui change d'histoire. Mais avant de revenir sur ces matchs, est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi cette Coupe du Monde est considérée comme historique ? Si tu veux, c'était la première fois de mémoire, tu sais, parce que ça remonte à un certain temps, mais pour nos jeunes auditeurs, c'est vraiment une Coupe du Monde qui a changé les habitudes, parce que je me rappelle que on pouvait visionner les matchs le matin ou en début de journée, et donc le fait de l'avoir fait dans cette géographie asiatique, c'était la première fois, et on voyait que cette ambiance était totalement différente, et surtout, on a montré que la mondialisation du football était devenue une réalité, aussi bien économique que sportive, avec l'émergence de nouvelles équipes. Alors pourquoi elle est considérée comme historique, cette Coupe du Monde, finalement ? Tout simplement, quand on voit au niveau de la FIFA, en fait, elle a souhaité développer le football en Asie. On a vu l'émergence d'équipes comme la Corée du Sud, qui, je pense que tu en parleras tout à l'heure, a eu vraiment une épopée formidable. Le Japon aussi. Et quand on voit aujourd'hui, 20 ans après, ces équipes qui ont des résultats comme sur les dernières Coupes du Monde, ce qui a eu lieu ces temps-ci, c'était le début d'une émergence de ces pays qui n'étaient pas habitués à avoir des équipes à un aussi haut niveau. Voilà. Ensuite, ces pays-là, au niveau de l'organisation, ont fait des efforts considérables au niveau logistique, des transports, sécurité, avec des pelouses, avec vraiment des conditions qui sont remarquables. Ils ont mis tout ce qu'il fallait pour qu'on parle de bien du football asiatique au niveau de l'organisation. C'était vraiment apprécié par tout le monde. Et puis on a vu aussi que l'écart entre les petites nations et les grandes nations, sur les anciennes Coupes du Monde, il y avait beaucoup d'écart. Là, on a vu qu'il y avait beaucoup plus de surprises. On parlera du Sénégal avec la France aussi, qui a été quand même pour nous Français une grande surprise. Voilà, c'est devenu beaucoup plus fréquent, et puis cette médiatisation de petites équipes ont permis aussi de rendre la compétition très très intéressante. Et ensuite pour les supporters européens aussi, de visionner des matchs à cette heure-là, c'était quand même particulièrement tôt le matin ou en milieu de journée, donc ces décalages horaires ont donné une saveur particulière à cette Coupe du Monde.
Alors on va rentrer dans le contexte de ce tournoi. Quels étaient, selon toi, et pour qu'on se rappelle un petit peu, les favoris avant le début de la compétition? Alors pour moi, de mémoire, toujours la France, elle arrivait avec ce statut de championne du monde, après le SAC de 98, le championnat d'Europe en 2000, donc elle faisait partie des favoris, même si on commençait à avoir une équipe un petit peu vieillissante. L'Argentine, elle, possédait une génération très talentueuse. L'Italie aussi faisait partie des favoris, avec l'Allemagne qui était toujours, on va dire, avec la France, l'Argentine, des équipes qui étaient toujours parmi les favoris. Mais il fallait pas oublier le Brésil, qui pour moi donc avait eu des qualifications qui étaient compliquées, mais on pouvait pas écarter des joueurs comme Ronaldo, Rivaldo. Je parlais tout à l'heure de Ronaldinho, mais il y avait quand même des joueurs comme Cafu et Roberto Carlos qui étaient des latéraux de niveau mondial, ce qui se faisait le mieux au niveau du football mondial. Donc voilà. On va débuter ce tournoi, nous les Français, par une énorme surprise qu'on appellera plus tard peut-être le séisme de ce match d'ouverture, le fameux match Sénégal-France. Oui, quand tu parles de séisme, je crois que c'est le plus grand choc de l'histoire des matchs d'ouverture de la Coupe du Monde. Je crois que après le France-Israël de 93 de mémoire, je pense que c'est quand même la plus grosse désillusion du football français, parce que voilà, on venait avec un statut de favori et c'était quand même particulier. Voilà, donc le Sénégal, qui en plus de ça a disputé sa première Coupe du Monde, donc face à lui la France qui arrive avec ce statut. Donc sur le papier, personne ne se doutait que les Sénégalais allaient jouer sans complexe, avec une intensité physique remarquable. Et c'était vraiment, je crois que c'était un entraîneur de mémoire qui avait cette notion tactique un peu à l'européenne. Et puis voilà, quand cette fameuse 30e minute, Papa Bouba Diop a marqué ce but, le Sénégal s'impose. Après, ils ont bien fermé. Les Français n'ont pas eu quasiment d'occasion. Et bon voilà, cette victoire au niveau du peuple africain, c'était l'une des premières équipes après le Cameroun à vraiment à sortir dans le cadre sportif au niveau de l'émergence du football africain sur la scène mondiale. Donc ça a été une annonce pour cette compétition et surtout ça a bousculé un peu toutes les hiérarchies. Oui, et puis faut savoir aussi que le Sénégal, lui, ne s'est pas arrêté là, puisqu'il a poursuivi son parcours derrière. Absolument, c'est d'habitude les petites équipes, que ce soit en Coupe de France ou dans certaines compétitions internationales, pour un exploit et après ils s'écroulent. Ben là non, puisqu'après le succès contre la France, le Sénégal a confirmé son potentiel en terminant deuxième de son groupe derrière le Danemark, et il s'est qualifié pour les huitièmes de finale face à la Suède. Les Sénégalais réalisaient un nouvel exploit grâce à un but en or d'Henri Camara, qui jouait dans le championnat de France de mémoire. Oui. Ils atteignent ainsi les quarts de finale, et puis une performance exceptionnelle pour une nation qui venait pour la première fois de leur histoire. Donc après, malheureusement, cette aventure elle termine de mémoire contre la Turquie, qui elle aussi après a fait l'un des parcours les plus inattendus de son histoire. Et oui, alors l'échec, bien sûr, on le voit, inattendu de l'équipe de France. Revenons maintenant sur ces Bleus. Comment expliquer une élimination aussi précoce? Parce que finalement, l'équipe de France, derrière, ça n'a pas enchaîné de victoire, quoi. Écoute, je pense que l'élément essentiel, ça a été la blessure de Zinedine Zidane pendant les matchs de préparation. On se rend compte que son absence a privé notre équipe nationale de son principal créateur. Quand on connaissait à l'époque l'importance sur le terrain, en dehors du terrain de Zinedine Zidane, on arrivait, je pense, à un moment donné où il y a eu peut-être une usure avec ces dernières années, ses résultats en club aussi, où il avait eu des résultats toute l'année. Donc je pense que plusieurs joueurs arrivaient fatigués, on était à la fin d'un cycle. C'était vraiment ce qui ressentait à l'époque, c'était vraiment le niveau physique de l'équipe en général. On voyait qu'il n'y avait pas de course, on voyait qu'il n'y avait pas de cet esprit d'équipe avec le bloc équipe de l'équipe de France qui vraiment avait une puissance physique. Là, on voyait vraiment que on aurait dit que les Sénégalais roulaient plus vite, marchaient sur l'équipe de France. Donc, ils n'ont jamais su réagir. Et après cette défaite contre le Sénégal, finalement, ils n'ont pas vraiment réussi à réagir. Tout le monde croyait qu'on allait reprendre contre l'Uruguay. Finalement, on fait un match nul dans un match
qui était totalement moyen. Et puis on se disait, ils vont quand même réagir, cette équipe, avec cette force et tout ça, face au Danemark. Et puis finalement, on s'est incliné face au Danemark. Donc un seul point, c'est un bilan qui est sévère pour cette équipe, surtout qu'elle venait avec un statut de favori. Et qui plus est, tu me confirmeras, mais je pense qu'ils n'avaient marqué aucun but, parce que je ne me rappelle pas, je crois qu'il y a eu 0-0 contre l'Uruguay de mémoire. Donc une élimination dès le premier tour pour une équipe qui dominait le football mondial depuis 4 ans, c'était un choc. C'était un séisme. C'est le syndrome des équipes championnes du monde, parce que quand on voit aujourd'hui les résultats des équipes championnes du monde, on se dit on est champion du monde une année, mais 4 ans après, il faut se remettre en cause. C'est vraiment le cas. C'est pour ça que quand des équipes dominent les Coupes du Monde ou les championnats, c'est très compliqué de perdurer. Ouais, il faut se remettre en cause derrière, et ça, c'est faire repartir la machine. C'est pas simple. Alors, cette Coupe du Monde, justement, elle a réservé d'autres surprises, Sandrick, aussi, justement, par rapport à ces grandes équipes. Ben oui, puisque, comme on le disait en préambule, elles sont nombreuses, ces surprises sur cette Coupe du Monde. C'est pour ça que c'était une Coupe du Monde qui, quand même, avait son lot de surprises avec l'Argentine, qui était pourtant considérée comme une meilleure équipe du monde, était éliminée dès la phase de groupe, comme la France. Et le Portugal aussi, qui quitte la compétition prématurément. Et puis à l'inverse, comme on l'a dit tout à l'heure, l'émergence de nouvelles nations dans le monde du football, comme les États-Unis, la Turquie, et encore surtout la Corée du Sud, moi qui m'a gardé vraiment un parcours remarquable, mais surtout un souvenir avec une qualité de jeu, une vitesse qui montrait que beaucoup de clubs avaient utilisé le savoir-faire français dans leur formation pour arriver à des niveaux comme ça, puisque je me rappelle qu'à l'époque, que ce soit le Sénégal, que ce soit la Corée du Sud ou le Japon, ils avaient donné la clé de leur école technique au niveau des jeunes, mais aussi au niveau de leur sélection à des techniciens français. Justement, on va parler de cette Corée du Sud qui effectivement a enflammé un petit peu cette Coupe du Monde. Et oui, c'est vraiment la surprise. Alors eux, au niveau des entraîneurs, bien sûr, c'était pas un Français. Moi, je parlais vraiment au niveau de leur formation, parce que c'est des joueurs qui avaient été préparés par des Français. Mais sur cette Coupe du Monde, c'était Guus Hiddink, qui était un entraîneur néerlandais, qui a, lui, marqué l'histoire de cette Coupe du Monde. Voilà, après le sac du Brésil, bien sûr, mais il y avait une équipe qui affichait une préparation physique, comme je le dis tout à l'heure, vraiment impressionnante. Un engagement total, une vitesse d'exécution. Et bien sûr, après avoir franchi la phase de groupe, ils éliminent l'Italie quand même en huitième finale, au terme d'un match qui a été vraiment épique et extrêmement disputé. Et ensuite, ils ont quand même battu l'Espagne, même si c'était au niveau d'une séance de tir au but. Je crois que c'est une séance de tir au but mémorable. Je me rappelle pas, si peut-être tu as une meilleure mémoire que moi. Vraiment, c'est allé au bout de la nuit. Je sais qu'il y avait beaucoup plus de tirs au but qu'au niveau de cette séance, mais c'était avec des rebondissements. Et pour la première fois de l'histoire, c'est une sélection asiatique qui atteint les demi-finales du Coupe du Monde. Donc voilà, et sur cette demi-finale, il y a eu, alors je vais pas parler moi en tant qu'ancien arbitre des décisions arbitrales, mais qui ont suscité de nombreuses controverses lors des rencontres aussi contre l'Italie et l'Espagne. Mais c'est le propre des équipes qui jouent aussi à domicile. Il y a toujours, et tu le sais bien en tant qu'arbitre, des gens qui disent oui, mais parce qu'ils sont chez eux, il faut un peu les avantager. Enfin, il y a toujours dans la tête, dans la nébuleuse des gens, ce phénomène qui existe parce qu'on joue à domicile. Donc, le pays qui joue chez lui, on a tendance à vouloir chercher un truc pour les favoriser, quoi. Oui, c'est toujours ce qui se dit dans le monde du football, mais je pense que pour ceux qui avaient regardé le jeu de cette équipe, c'était incroyable ce qu'ils ont pu réaliser lors de cette Coupe du Monde. Avant d'attaquer le Brésil, effectivement, il y a la Turquie qui était aussi une autre grande surprise. Tu sais, cette équipe, elle était talentueuse, avec, je me rappelle, des joueurs comme Hakan Şükür, ou Hasan Sass, ou Roustou Resber, je sais pas si je prononce bien, mais c'était quand même des joueurs qui ont atteint quand même les demi-finales. Après le Japon, le Sénégal, qui étaient des surprises. Quand le Japon aussi, on n'en a pas parlé, mais ça jouait très très bien. Donc ils terminent à la 3e place en battant la Corée du Sud lors du match de la médaille de bronze. Et ensuite, le meilleur résultat de l'histoire, c'est ce match-là. Même si après, dans les championnats d'Europe, ils ont confirmé, mais c'est vraiment au niveau de cette Coupe du Monde où la Turquie aussi a
a montré que c'était une équipe sur laquelle il fallait compter. C'est une équipe forte, ouais, qui a vraiment montré son potentiel. Et en parlant de potentiel, on attaque bien sûr ce Brésil qui lui monte en puissance. Alors oui, le Brésil, contrairement aux dernières éditions, le Brésil, lui, il a progressé sans cesse. En fait, au départ, on n'en parlait pas parce que, comme on l'a dit tout à l'heure, il y avait vraiment des joueurs qui n'étaient pas encore connus pleinement, mais qui arrivaient vraiment dans une sélection avec beaucoup de qualité, mais qui ne faisaient pas partie des favoris. Après 98, vous avez perdu en finale, il y a eu beaucoup de reconstitution dans cette équipe. Et ils ont quand même éliminé la Belgique, l'Angleterre, la Turquie. Et ce qui impressionne surtout, c'était leur force offensive. On en a parlé tout à l'heure, Ronaldinho, Rivaldo, c'était incroyable. Et on a ce Ronaldo qui a retrouvé son efficacité, Rivaldo qui a été pour moi un tournoi exceptionnel, ça a été vraiment pour moi. Et puis surtout, Ronaldinho, comme je te le dis, j'ai eu la chance de l'arbitrer en 2006 avec le Brésil sur un match amical. Et c'est un phénomène de créativité, de génie technique. Tu sais, quand tu as la chance d'arbitrer ce genre de joueur ou jouer contre ce genre de joueur, c'est quelque chose qui doit arriver une fois dans ta vie. C'était un génie, et quand je vois que dans cette équipe en 2002, il y avait pas un génie, et pour moi 3, voire minimum, voire 4 génies, avec Rivaldo, Ronaldo et Ronaldinho, je crois qu'on a eu affaire avec les belles équipes au monde lors de cette Coupe du Monde. Alors avec justement, pour aller dans ton sens, le quart de finale contre l'Angleterre, qui reste l'un des moments forts de ce tournoi. Surtout qu'en plus, les Anglais ont ouvert le score avec le petit de Liverpool, Michael Owen, de mémoire. C'est un jeune qui apparaissait aussi. Voilà. Ensuite, le génie Rivaldo a égalisé avant la pause. Et puis il y a le plus beau début pour moi, l'un des plus beaux avec Maradona, qui reste pour moi le génie numéro 1. Et Ronaldinho, il surprend le gardien. Je me rappelle ce but avec David Seaman, qui à l'époque, je crois, jouait à Arsenal de mémoire, avec un coup franc lointain qui termine au fond des filets. Le Brésil, il s'impose 2-1. Et puis c'est surtout là où on a commencé à dire, est-ce que le Brésil ne va pas être le favori de cette Coupe du Monde. Alors impossible bien sûr de ne pas évoquer cette Coupe du Monde avec Ronaldo. On se souvient de Ronaldo 4 ans avant, complètement blessé, complètement à l'ouest dans cette finale contre la France. Et là, on assiste un petit peu, je pense, à ce qu'on appellerait la renaissance de Ronaldo. Ouais, on peut même parler de résurrection. Hein. C'est véritablement l'histoire humaine du tournoi. On se rappelle tous qu'avec les problèmes de problématiques lors de la finale. Ensuite, il y a eu des opérations, avec des graves blessures au genou. Il a été opéré en France, je me rappelle, par un grand chirurgien français de l'époque. Donc, tout le monde pensait qu'il était foutu pour le football de haut niveau. Hein. Donc, foutu, c'est pas le terme, qui était perdu pour le football de haut niveau. Pendant plusieurs années, beaucoup doutaient de ses capacités à revenir. Puis le sélectionneur lui a fait confiance. Mais en 2002, il réalise quand même une des compétitions les plus complètes de sa carrière. Ça a été exceptionnel. Il marque contre la Turquie, la Chine, le Costa Rica, la Belgique, la Turquie en demi-finale et surtout lors de la finale. Et donc avec 8 buts lors de cette compétition, il termine meilleur buteur. Et il retrouve son statut de superstar qui a permis après de partir et de vendre encore plus sa carrière. Mais c'est quand même une sacrée résurrection. En 2002, c'était le retour du grand Ronaldo. Et le 30 juin 2002, place à la finale, une finale dite historique entre le Brésil et l'Allemagne. C'était une finale exceptionnelle. L'Allemagne est toujours là depuis cette dernière Coupe du Monde. Je pense que c'est l'équipe qui a eu une des présences les plus accrues au niveau des finales. Je pourrais pas dire, mais de ma mémoire, en tout cas, c'est vraiment une formation qui est toujours arrivée dans les 4 meilleures équipes. L'Allemagne s'appuyait sur une défense. Alors là, la défense allemande à l'époque, avec un gardien incroyable, Oliver Kahn, le gardien de but du Bayern de Munich, de mémoire, qui avait quand même comme particularité d'avoir été élu meilleur joueur du tournoi. C'était à l'époque, de mémoire, peut-être la première fois qu'un gardien de but était élu meilleur joueur du tournoi. Et pourtant, il fait une faute en relâchant le ballon. Malgré ça, il est élu meilleur joueur. Ouais, tu vois, donc ça veut dire que vraiment sa compétition a été exemplaire, mais c'est vrai que pendant plus d'une heure, les deux équipes se neutralisaient. Il n'y avait pas
personne ne voulait prendre de risques. Et puis après, malheureusement pour lui, Oliver Kahn a relâché un ballon que Ronaldo récupère. Et bien sûr, il n'en fallait pas beaucoup pour ouvrir le score. Et puis après, quelques minutes plus tard, Ronaldo encore, il conclut une super action. Et je crois que le premier but a mis un petit coup sur la tête des Allemands. Et le Brésil s'impose 2-1. Il décroche sa 5e Coupe du Monde. C'était vraiment quelque chose d'extraordinaire. Et ensuite, Cafu, qui était pour moi l'un des meilleurs latéral droit de mémoire au monde, est devenu quand même le premier joueur à participer à 3 finales consécutives. Ce Brésil qui s'impose, les grandes figures de ce mondial de 2002, est-ce que, à part Ronaldo, quels sont les joueurs qui ont marqué finalement cette compétition ? Je pense que Rivaldo a été exceptionnel tout le long du tournoi, même si c'est pas lui qui a été nommé, ça a été incroyable. Ronaldinho, j'en ai parlé tout à l'heure, a été pour moi le génie dans la création par son talent. Oliver Kahn, lui, il a porté cette équipe d'Allemagne qui était peut-être avec moins de brio en tant que joueur, mais qui était plus une équipe avec un collectif, on va dire, digne des grandes équipes allemandes. Chez les Allemands, on avait quand même Michael Ballack, qui a joué un rôle majeur. Même malheureusement pour cette finale, il a été suspendu. Je pense qu'il a beaucoup manqué aux Allemands. Après, du côté des révélations, on peut citer, il y avait un Coréen. Alors écoute, je le prononcerai à ma façon, Han Jung-won. C'était un c'est Coréen. bon, c'est bon, c'est validé. Voilà. Et il y avait Landon Donovan, je me rappelle, avec les États-Unis, qui avait une frappe de balle incroyable. Et puis surtout, il y a Diouf, qui lui aussi avait joué à l'époque à Lens, avec le Sénégal, qu'on a eu la chance d'arbitrer aussi vraiment avec une mentalité, une gentillesse extraordinaire. C'est vrai que ça faisait plaisir de voir ces joueurs africains qui jouent en France, qui ont toujours un comportement exemplaire, un grand professionnalisme, réussir, je me rappelle, je sais pas si c'était le Coupe du Monde, mais il y avait aussi Souleymane Camara qui a joué à Montpellier, bien sûr. qui faisait partie de cet effectif et connaissant Souleymane, puisqu'il a joué à Montpellier pendant des années, c'est une personne remarquable, aussi bien sur le plan humain. Donc c'est des souvenirs qui a marqué cette Coupe du Monde de 2002. Alors on me souffle effectivement 94 c'était les États-Unis, en 98 la France et en 2002 donc la Corée et du Sud et le Japon. Donc effectivement Cafu a participé à ces 3 dernières Coupes du Monde. En tout cas, merci beaucoup de nous avoir accompagnés sur cette Coupe du Monde. On sent que tu as encore plein de choses à nous raconter. C'était vraiment un plaisir de pouvoir échanger avec toi, d'autant que toi, tu as touché ça de près en tant qu'arbitre. On rêve souvent, on se demande comment ça se passe dans la tête d'un arbitre, mais de pouvoir évoluer face à des grands joueurs comme ça, c'est passionnant. Cette édition restera comme l'une des plus imprévisibles et les plus riches en émotions après l'exploit du Sénégal, le parcours historique de la Corée du Sud, la déception française et le sacre du Brésil porté par Ronaldo. Elle a offert tout ce qui fait la beauté du football. Elle restera probablement comme la Coupe du Monde du renouveau brésilien. Une finale remportée 2-0 face au doublé Ronaldo, face à l'Allemagne. Le Brésil décroche sa 5e étoile et entre un peu plus dans la légende du football. Merci Sandrick pour cette plongée passionnante dans la Coupe du Monde 2002. On se retrouve très bientôt pour la suite de notre série consacrée à la Coupe du Monde. Direction 2006 en Allemagne pour la dernière danse de Zinedine Zidane et une finale entrée dans la légende. C'était Et si on parlait de sport en partenariat avec la Ligue de football d'Occitanie et les 12 districts de football d'Occitanie. Et comme toujours, Et si on parlait de sport, un grand merci Sandrick. Merci à vous.